Un millionnaire ruiné a offert une robe de luxe à sa femme de ménage et l'a emmenée au dîner mondial pour sauver son entreprise. Mais elle a choqué tout le monde par ce qu'elle a fait. Le bâtiment de verre et d'acier qui abritait autrefois l'orgueil de la Lambert Tech trônait encore fièrement sur l'avenue Georges V, à 2 pas des Champs-Élysées. Pourtant, à l'intérieur, les couloirs étaient devenus silencieux, presque désertés. Les écrans restaient éteints, les portes closes, et les bureaux autrefois animés par des ingénieurs talentueux n'abritaient plus que des fantômes de projets inachevés. Seul un homme s'y attardait encore chaque matin, traversant les couloirs avec la lenteur d'un survivant, Théo Lambert. Âgé de 39 ans, Théo portait sur ses épaules le poids d'une entreprise qu'il avait fondée à 25. Autrefois célébré dans les pages de Les Échos et de Challenge, il était désormais la cible des rumeurs du monde des affaires parisien. Mauvaises décisions, investissements hasardeux, choix stratégiques malheureux. La chute avait été brutale. En moins de 2 ans, Lambert Tech était passé du statut de start-up phare à celui d'échec financier annoncé. Chaque lundi matin, Théo s'installait dans son vaste bureau au dernier étage, observant la ville en contrebas comme un roi déchu contemplant un royaume perdu. Il feuilletait sans conviction des rapports qu'il connaissait déjà par cœur, relisait des propositions de relance qu'il n'avait plus la force d'appliquer et s'égarait dans les souvenirs des premières années quand tout semblait possible. Ce matin-là, il n'avait pas encore allumé la cafetière que le bruit familier d'un chariot de nettoyage sur le parquet ciré résonna dans le couloir. C'était toujours à la même heure. Discrète, ponctuelle, presque invisible, Élodie Martin, 35 ans, entrait comme chaque semaine pour entamer le nettoyage du dernier étage. Elle portait toujours les mêmes vêtements simples, attachait ses cheveux en un chignon strict et ne parlait que si on lui parlait. Les autres employés, ce qu'il en restait, l'ignoraient presque systématiquement. Mais elle voyait tout. Tandis qu'elle vidait les corbeilles ou dépoussiérait les écrans, ses yeux glissaient sur les tableaux blancs effacés à moitié, les notes griffonnées en marge de documents oubliés, les schémas de code laissés sur des blocs-notes. Et elle retenait. Toujours. Ce jour-là, Théo la salua d'un simple « Bonjour, Élodie », sans lever les yeux de son écran. Elle répondit d'un hochement de tête poli, puis continua son travail en silence. Elle savait exactement quel bureau avait été utilisé la semaine précédente, lesquels avaient été laissés intacts. Elle connaissait les habitudes des rares ingénieurs qui continuaient à fréquenter les lieux. Elle devinait leurs échecs, leurs tentatives, leurs doutes, rien qu'en regardant les dossiers posés sur leur table. Théo, absorbé par un tableau Excel catastrophique, ne remarqua pas qu'Élodie s'était arrêtée un instant devant un plan d'optimisation de réseau posé sur une table de réunion. Elle plissa les yeux, observa une ligne de code au tableau, puis reprit son chemin comme si de rien n'était. En vérité, elle venait de comprendre en 3 secondes ce que l'équipe technique n'avait pas su résoudre en 3 semaines. Mais ce n'était pas la première fois. Depuis des mois, elle observait. Des incohérences dans la logique d'un algorithme, des prévisions de marché biaisées, des décisions techniques prises sans validation croisée. Elle voyait les erreurs comme un chef d'orchestre entend une fausse note au milieu d'une symphonie. Et pourtant, elle n'avait jamais dit un mot. Qui aurait écouté une femme de ménage? Elle préférait rester dans l'ombre, pour l'instant. Théo, quant à lui, n'avait aucune idée de ce qui se tramait sous ses yeux. Pour lui, Élodie n'était qu'une silhouette parmi d'autres dans un monde qu'il ne contrôlait plus. Il n'avait plus l'énergie de s'intéresser aux détails, encore moins à ceux qu'il considérait comme périphériques à la survie de son empire. Mais ce matin-là, il eut une seconde d'hésitation en la regardant passer. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentit qu'elle n'était pas tout à fait comme les autres. À midi, le soleil traversait les baies vitrées, illuminant la salle de réunion vide, où Élodie venait de terminer de nettoyer. Elle jeta un dernier regard au tableau couvert d'équations et murmura pour elle-même « Il ne voit même pas la solution. Elle est là, juste là. » Puis elle referma doucement la porte, son chariot glissant derrière elle comme un secret bien gardé. Ce fut un mardi gris, typiquement parisien, où le ciel menaçait de pluie sans jamais vraiment tenir parole. Théo Lambert, les traits tirés, sortit de son bureau avec une pile de documents sous le bras, ses pas résonnant dans l'open space déserté. Il venait de raccrocher d'un appel tendu avec l'un des derniers investisseurs qui ne s'était pas encore officiellement retiré du projet. À peine quelques heures plus tôt, il avait reçu une invitation à un dîner de gala organisé dans un château en Île-de-France.
un événement prestigieux réunissant décideurs, bailleurs de fonds et figures influentes du monde de la tech européenne. Ce genre d'événement était autrefois son terrain de jeu, mais aujourd'hui, il n'était plus qu'un participant sur la sellette, toléré parce que certains conservaient encore l'espoir ou l'illusion qu'il puisse se relever. Il savait que ce dîner représentait sa dernière carte. Là-bas, autour de nappes blanches et de couverts en argent, il devrait convaincre, sourire, jouer le rôle du visionnaire inébranlable. Il n'y aurait pas de seconde chance. Pourtant, ce qui le tracassait n'était pas seulement la pression écrasante de sauver Lambert Tech, mais aussi un détail trivial qu'il ne parvenait pas à évacuer. Il devait venir accompagner. Le protocole le voulait. Il s'agissait de maintenir l'image, de montrer qu'il n'était pas seul, que sa chute ne l'avait pas isolé. Les autres convives viendraient tous bras dessus, bras dessous avec leurs épouses, maris, partenaires ou compagnes élégamment vêtues, impeccables, souriantes, bien briefées sur les enjeux. Théo, lui, n'avait plus personne. Ses anciennes relations s'étaient évaporées avec sa fortune. Les femmes qui jadis se pressaient à son bras s'étaient tournées vers d'autres hommes, d'autres promesses, d'autres opportunités. Il n'avait ni temps ni cœur à investir dans ces jeux-là. Ce fut donc dans cet état d'esprit, oscillant entre amertume et lassitude, qu'il croisa Élodie dans le couloir du 4e étage. Elle sortait d'une salle de réunion, un balai à la main, les yeux toujours aussi attentifs malgré son apparente indifférence. Et alors qu'il s'apprêtait à passer son chemin, il s'arrêta, littéralement, comme si une idée folle venait de naître, jaillie de l'épuisement et du désespoir mêlés. Il la regarda. Elle le regarda. « Élodie », dit-il d'un ton neutre, un peu trop formel. « Monsieur Lambert », répondit-elle en s'arrêtant, la main encore posée sur le manche de son balai. Il hésita. Il n'était pas homme à improviser, surtout pas dans ce genre de situation. Pourtant, les mots lui échappèrent, sans calcul, sans logique apparente. « Que diriez-vous de m'accompagner à un dîner de gala jeudi soir ?» Elle le fixa, sans sourire. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Théo sentit une chaleur lui monter aux joues. Il s'apprêtait à se reprendre, à dire que ce n'était qu'une plaisanterie mal formulée, quand elle répondit d'une voix douce « Et quel genre de dîner exactement ?» Il expliqua en quelques phrases. Le château, les investisseurs, la pression. Il ne chercha pas à dissimuler les enjeux ni à embellir la situation. Élodie l'écouta, impassible, puis haussa légèrement les épaules. « Je n'ai rien à me mettre pour ce genre d'événement, » dit-elle simplement. Théo, presque soulagé de cette objection concrète, répondit aussitôt « Je m'en occupe. Je vous fournirai une robe, des chaussures, ce qu'il faut. Faites-moi confiance. » Elle acquiesça sans poser plus de questions, ce qui le désarçonna. Pas de regard surpris, pas de faux semblants, pas de jeu. Seulement cette sérénité implacable qu'elle portait comme une seconde peau. Quand elle reprit son chemin, Théo resta quelques instants planté là, se demandant ce qui venait de se passer. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Le lendemain, les rumeurs se répandirent dans les couloirs encore vivants de la Lambert Tech. Les quelques employés restants, ingénieurs désabusés, secrétaires épuisés, membres de la logistique résignés, ne parlaient que de cela. Le patron invite la femme de ménage à un gala. Les murmures allaient bon train, oscillant entre moquerie et indignation. Certains y voyaient une provocation, d'autres une folie, et quelques-uns, les plus cyniques, un dernier acte désespéré d'un homme au bord du gouffre. Personne ne s'attendait à ce qu'Élodie accepte. Personne ne comprenait pourquoi elle aurait voulu se prêter à une mascarade aussi ridicule. Mais elle ne répondit à aucune question. Elle continua son travail comme d'habitude, sans hausser le ton, sans répondre au sourire narquois, sans expliquer son choix. Elle nettoyait, rangeait, observait et attendait. Le jeudi arriva. Théo l'attendait devant l'entrée de l'immeuble, vêtu d'un costume sombre sur mesure qu'il n'avait pas porté depuis des mois. Lorsqu'Élodie descendit du taxi que Théo avait mis à sa disposition, un souffle discret sembla traverser la façade du bâtiment. Elle portait une robe noire simple, mais d'une élégance rare, sans strass ni excès, mais taillée parfaitement à sa silhouette. Ses cheveux étaient relevés, son regard souligné par un maquillage discret. Elle ne ressemblait plus du tout à la femme de ménage que tous ignoraient dans les couloirs. Théo, en la voyant, ressentit un frisson étrange. Ce n'était pas de l'attirance ni de la surprise, c'était un mélange d'admiration et d'interrogation. Qui était-elle vraiment? Ils montèrent en silence dans la voiture avec chauffeur.
Le trajet jusqu'au château fut long, ponctué de silences confortables. Elle ne posait pas de questions inutiles. Il ne faisait pas de discours. Il y avait entre eux une tension étrange, non pas conflictuelle, mais comme suspendue. Comme si chacun pressentait que la soirée à venir allait bouleverser plus que leur image publique. En arrivant dans la cour pavée du château, ils furent accueillis par un majordome qui reconnut aussitôt Théo, malgré sa récente disgrâce. Les regards se tournèrent vers eux dès qu'ils franchirent la porte principale. Les éclats de cristal, le parfum de luxe, les conversations feutrées, tout sembla s'arrêter un instant. Les regards glissèrent vers Élodie, certains intrigués, d'autres choqués. Personne ne la connaissait, et pourtant sa présence imposait quelque chose que peu savaient nommer. Théo lui proposa le bras, elle l'accepta. Ils entrèrent ensemble, deux figures que tout semblait opposer, mais que le destin s'apprêtait à unir dans un spectacle inattendu. Car personne, pas même Théo, ne savait encore ce dont Élodie était réellement capable. Le salon d'honneur du château de Montfaucon, baigné d'un éclairage doré provenant d'innombrables lustres en cristal, était un théâtre silencieux de tensions, d'intérêts financiers et de faux sourires bien rodés. Tout autour, les convives se mêlaient, flûtes de champagne à la main, échangeant banalités et flatteries déguisées. Lorsque Théo Lambert fit son entrée, accompagné d'une femme que personne ne connaissait, le murmure fut immédiat. Les têtes se tournèrent, les regards se croisèrent, les sourcils se haussèrent discrètement. Certains dissimulèrent leur surprise derrière un verre, d'autres se penchèrent vers leurs voisins pour chuchoter une question muette. Qui est-elle? Théo, conscient des regards, maintint une expression neutre. Son pas était assuré, son costume impeccable, mais ses pensées oscillaient entre inquiétude et méfiance. Il percevait l'ironie dans les sourires, le mépris dans les silences. Son statut déclinant rendait sa présence presque suspecte, et le choix de sa cavalière n'arrangeait rien. Élodie, cependant, marchait à ses côtés avec une tranquillité imperturbable. Sa robe noire, d'une sobriété rare dans cet océan de luxe ostentatoire, la distinguait davantage encore. Elle ne souriait pas, ne cherchait pas à séduire ou à impressionner. Elle observait, comme elle l'avait toujours fait. Ils furent accueillis par l'hôte de la soirée, un investisseur chevronné nommé Alain Béranger, connu pour son langage fleuri et ses décisions brutales. Il salua Théo avec une fausse chaleur, puis adressa à Élodie un regard évaluateur. « Enchanté, madame », dit-il en suspendant volontairement sa phrase, comme pour lui offrir l'occasion de se présenter ou de s'humilier. « Élodie Martin », répondit-elle simplement, en le regardant droit dans les yeux. Il cligna des paupières, légèrement déstabilisé par son ton calme et direct, puis haussant les épaules, il se contenta d'un sourire poli avant de les diriger vers la grande salle à manger. Autour de la longue table recouverte de nappes immaculées et de vaisselle en porcelaine, les convives étaient déjà installés. Des rires feutrés, des cliquetis de couverts, des phrases maîtrisées pour flatter ou provoquer. Théo et Élodie prirent place côte à côte. Immédiatement, une vague de commentaires discrets se répandit. Certains murmuraient entre deux bouchées, d'autres lançaient des regards qui se voulaient furtifs mais transpiraient l'arrogance. Une femme installée en face, épouse d'un haut dirigeant, pencha légèrement la tête vers son mari et articula suffisamment fort pour être entendue. « Elle travaille chez lui ?» Un homme assis non loin se pencha vers Élodie, feignant un intérêt bienveillant. Il était jeune, costume 3 pièces, sourire carnassier. Son nom était Philippe Darvaux, un cadre d'un fonds d'investissement réputé. Il parlait avec cette assurance typique de ceux qui n'ont jamais été contredits. « Dites-moi, mademoiselle Martin, vous semblez bien silencieuse. C'est intimidant ces dîners, non? On parle de tant de choses techniques. Vous savez ce qu'est l'equity, par exemple, ou ce n'est pas trop votre domaine. » Un rire discret s'échappa de ses lèvres, suivi par quelques échos autour de la table. Théo serra la mâchoire, prête à intervenir, mais Élodie le devança. Elle posa calmement sa serviette sur la table, tourna la tête vers Philippe et le regarda avec une intensité glaciale. L'equity, monsieur Darvaux, fait référence à la part de propriété dans une entreprise, généralement représentée par des actions. Elle est cruciale pour comprendre la valeur nette d'une société et sert de base à toute négociation sérieuse en matière de capitalisation. Mais je suppose que vous le saviez déjà, non? Ou est-ce justement parce que vous n'en maîtrisez que la surface que vous cherchez à tester les autres? Un silence lourd tomba autour de la table.
Philippe, pris de court, tenta un sourire gêné, mais ses yeux trahirent la gêne cuisante. Quelques convives se raclèrent la gorge, détournant le regard. Une femme à l'autre bout de la table laissa échapper un bref rire sincère, étouffé aussitôt. Théo, lui, ne dit rien. Il regardait Élodie avec une fascination nouvelle. Ce n'était pas simplement sa répartie ou la précision de sa réponse. C'était la manière dont elle s'était tenue, droite, calme, sans chercher à plaire ni à écraser. Elle n'avait pas cherché à prouver sa valeur. Elle l'avait simplement démontré. Le reste du dîner se poursuivit dans une ambiance changée. Élodie, désormais au centre des conversations, suscitait à la fois la curiosité et l'appréhension. Certains essayèrent de l'ignorer, d'autres tentèrent des approches plus subtiles, mais elle restait égale à elle-même. Elle répondait avec justesse, posait des questions précises et semblait comprendre chaque allusion, chaque enjeu dissimulé derrière les discours. Elle ne parlait pas pour se faire remarquer, mais quand elle parlait, tous écoutaient. Théo, de son côté, oscillait entre admiration et trouble. Qui était-elle vraiment? Comment une femme aussi brillante avait-elle pu rester si longtemps invisible? Était-ce un hasard ou un choix délibéré? Il n'osait pas encore poser ces questions à voix haute, mais il savait qu'il ne pourrait plus les ignorer longtemps. Lorsque le dîner toucha à sa fin, les convives commencèrent à quitter la table pour se diriger vers le salon où le champagne coulait à nouveau. Philippe Darvaux évita soigneusement leur passage, tandis que d'autres, plus prudents, vinrent saluer Élodie avec des sourires forcés, mêlant curiosité et opportunisme. À la sortie du château, dans le froid de la nuit, Théo ouvrit la portière de la voiture pour elle. Elle entra sans un mot, le regard tourné vers les lumières du domaine. Une fois à l'intérieur, il s'assit à ses côtés, silencieux. Les moteurs vrombirent, et le véhicule s'éloigna lentement, laissant derrière lui un château encore agité par l'écho d'un nom que personne n'oublierait de sitôt. Élodie Martin. Le lundi suivant, alors que les couloirs de la Lambertech retrouvaient leur silence habituel, une tension différente flottait dans l'air. Ceux qui avaient entendu parler du dîner au château, ou mieux encore, qui avaient vu la scène rapportée dans un article discret mais incisif, publié dans une chronique financière en ligne, n'osaient plus ignorer Élodie Martin. Désormais, les regards se faisaient plus prudents, les gestes plus mesurés à son passage. Ce n'était plus la femme de ménage anonyme. Elle avait été vue, entendue, et surtout comprise par ceux qui savaient reconnaître une intelligence rare lorsqu'elle s'exprimait avec cette précision tranquille. Pourtant, Élodie n'avait rien changé à sa routine. Elle arriva à la même heure, avec la même ponctualité, le même uniforme et le même silence méthodique. Elle salua brièvement à l'accueil, prit son chariot et se dirigea vers les étages supérieurs. Théo Lambert, lui, ne parvint pas à se concentrer ce matin-là. L'image d'Élodie, calme et redoutablement lucide au milieu de cette foule de financiers, le hantait. Il se posait les mêmes questions depuis 3 jours. Qui était-elle réellement? Que faisait-elle chez lui, dans l'ombre, avec un tel niveau de maîtrise? À 10 heures précises, ne supportant plus l'incertitude, il descendit la chercher. Il la trouva dans une salle de réunion, en train de ranger des papiers oubliés sur une table. Elle leva les yeux vers lui sans surprise. « J'aimerais vous parler », dit-il simplement. Elle acquiesça, le suivit sans un mot jusqu'à son bureau. Une fois à l'intérieur, il ferma la porte, contourna son bureau, mais au lieu de s'asseoir, il resta debout, face à elle. Elle, en revanche, resta droite, les mains croisées dans le dos, l'expression toujours aussi neutre. « Je veux comprendre. Vous avez humilié un investisseur avec une précision que même mes anciens directeurs financiers n'auraient pas atteinte. Vous avez balayé des concepts de haut niveau sans hésitation, sans même réfléchir. Qui êtes-vous, Élodie ?» Un silence s'installa, non pas de malaise, mais de préparation. Puis, elle parla, d'une voix claire et posée. « Je suis née à Clermont-Ferrand, dans une famille modeste. Mon père était électricien, ma mère auxiliaire de vie. À 17 ans, j'ai intégré la classe préparatoire du lycée Henri IV. 2 ans plus tard, j'étais admise à l'école normale supérieure, en mathématiques appliquées. J'aimais les systèmes, les modèles, les structures cachées derrière le chaos apparent. C'était ma passion, ma force. Théo, pris de court, ne dit rien. Elle continua. J'étais sur le point de terminer ma thèse quand mon père est tombé malade, très malade. Un cancer agressif. Ma mère a craqué, mon frère a disparu et je me suis retrouvé seul avec les dettes, les soins palliatifs, les démarches. Tout est tombé d'un coup. Il a fallu vendre notre appartement,
couvrir les frais, renoncer aux recherches, aux publications. J'ai disparu des radars volontairement. J'ai accepté des petits boulots, puis du ménage. C'était stable, discret, sans pression. Personne ne posait de questions. Je me suis effacé. Théo s'assit enfin, lentement, comme s'il venait de recevoir un coup invisible. Elle poursuivit, le regard droit. Mais je n'ai jamais cessé d'observer, surtout ici. Dans cette entreprise, j'ai vu passer des centaines de documents, de notes techniques, de présentations internes. J'ai vu des algorithmes mal conçus, des architectures logicielles instables, des projections de marché irréalistes. Vous avez créé quelque chose de fort, Théo, mais vous l'avez entouré de gens qui ne comprennent que partiellement ce qu'ils manipulent, et vous l'avez laissé glisser entre vos doigts. Il se redressa, piqué au vif. C'est facile à dire maintenant, après coup. Je ne parle pas après coup, répondit-elle calmement. Je parle depuis 2 ans, je regarde depuis que vous avez lancé le projet Alpha, depuis que vous avez signé avec Mediatek pour l'intégration de leurs modules sans revoir le code de sécurité interne. J'ai vu les erreurs, mais personne ne m'a jamais demandé mon avis. Ce n'était pas mon rôle. Alors je me suis tu. Le silence qui suivit fut encore plus long que les précédents. Théo respirait plus lentement, absorbant chaque mot, chaque syllabe. Elle venait de déconstruire en quelques phrases tout un pan de sa propre gestion, de son propre orgueil. Et maintenant, pourquoi me dire tout ça maintenant ? Demanda-t-il enfin. Parce que vous m'avez vu, pas comme une curiosité, pas comme un acte de charité. Vous m'avez placé, même involontairement, dans un espace où ma parole pouvait avoir un poids. Ce dîner, c'était une porte entr'ouverte. Je n'ai fait qu'entrer. Il la regarda longtemps, sans savoir que répondre. Il se sentait à la fois humilié et admiratif. Cette femme, qui passait ses journées à nettoyer les traces laissées par les autres, venait de prouver qu'elle en savait plus sur son entreprise que la majorité de ses cadres dirigeants. Elle n'avait jamais demandé sa place. Elle l'avait méritée en silence. Vous avez parlé d'erreurs que vous avez vues. Des corrections possibles aussi ? Oui, répondit-elle aussitôt. Beaucoup. Mais je ne suis pas ici pour sauver ce qui ne veut pas l'être. Je ne suis pas attaché à Lambertech. Je suis attaché aux idées, à la logique, à l'innovation. Si vous êtes prêt à écouter, à changer, je vous montre. Sinon, je continue ma route, et vous continuez la vôtre. Mais vous saurez que la solution a toujours été sous vos yeux. Théo se leva, cette fois avec une énergie nouvelle. Il tendit la main vers elle, pas comme un patron, mais comme un homme prêt à négocier avec un égal. « Montrez-moi, Élodie. » Elle accepta la poignée, brève mais ferme. Puis, sans un mot de plus, elle quitta la pièce, le laissant seul avec le vertige de ce qu'il venait de découvrir. Pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait plus écrasé par l'échec. Il se sentait face à une possibilité réelle. Et cette possibilité avait un nom, un passé, et une détermination qu'aucune tempête n'avait réussi à briser. 3 jours s'étaient écoulés depuis la conversation dans le bureau vitré de Théo. Durant ce court laps de temps, Élodie Martin n'avait pas repris son uniforme habituel. Sur ordre direct de Théo, elle avait reçu l'accès complet à un espace isolé au 3e étage du bâtiment, une salle de réunion inoccupée depuis des mois, transformée en bureau temporaire. Personne ne comprenait exactement ce qui se tramait, mais les allées et venues discrètes d'Élodie, ses échanges brefs avec certains membres techniques et sa présence régulière devant des tableaux recouverts de schémas mathématiques et de plans d'architecture logicielle suscitaient toutes les curiosités. Théo, de son côté, oscillait entre fébrilité et méfiance. Il avait donné à Élodie un accès limité aux serveurs internes de Lambertech, notamment aux anciennes versions du code source principal, aux rapports d'incidents des 6 derniers mois et aux projections financières que son département de stratégie avait laissées en suspens. Ce qu'elle allait faire avec ces informations restait un mystère, mais il s'était engagé à la laisser agir. Il devait au moins cela à la femme qui, en un seul dîner, avait restauré en partie la crédibilité qu'il avait mis 2 ans à perdre. Le vendredi, alors que la journée touchait à sa fin, Élodie envoya un simple message. « Bureau C304. Je suis prête. » Théo quitta aussitôt son étage, traversa les couloirs vides, puis poussa la porte de la salle improvisée. Ce qu'il vit le figea un instant. Chaque mur était recouvert de feuilles A3 fixées à la verticale, toutes remplies de diagrammes, de calculs, de courbes comparatives. 3 tableaux blancs étaient saturés de flux de données, de schémas d'optimisation réseau, de matrices décisionnelles. Sur la grande table centrale, un ordinateur portable affichait une présentation structurée par onglets,
accompagné d'un fichier Excel contenant plusieurs feuilles de calcul interconnectées. Élodie était debout, vêtue d'un tailleur sobre, les cheveux attachés, un stylo à la main. Elle ne semblait pas nerveuse. Elle semblait prête. « Asseyez-vous », dit-elle simplement. Théo obéit, tirant la chaise la plus proche, encore sans mots. « Voici une proposition complète de restructuration de Lambertech », commença-t-elle. Elle est basée sur 4 piliers. Correction immédiate des failles techniques, révision de la stratégie produit, repositionnement de l'image de marque et nouvelle structure de coûts. Je vais vous présenter chaque point, avec les données à l'appui. Elle commença par le diagnostic technique. En s'appuyant sur des extraits du code et des rapports de dysfonctionnement, elle démontra comment une boucle mal codée dans le module principal faisait exploser l'usage mémoire dans certaines conditions de stress, provoquant des ralentissements non identifiés jusque-là. Elle montra aussi comment la dernière mise à jour de sécurité avait été intégrée sans prendre en compte la rétrocompatibilité avec des clients encore sous l'ancienne API, créant des conflits insidieux. Puis elle attaqua la stratégie produit. Elle avait analysé les 3 dernières versions lancées sur le marché et montré, chiffres à l'appui, que le véritable potentiel n'était pas dans le segment de l'optimisation énergétique, mais dans la gestion prédictive des flux. Un segment sous-estimé par les analystes internes, mais dont la croissance mondiale, démontrée par une compilation de rapports externes, était exponentielle. Sur l'image de marque, elle fut implacable. Elle projeta des extraits d'articles récents, des commentaires de forums spécialisés, des analyses de perception client. Lambertech, disait-elle, souffrait d'un double problème. Elle paraissait dépassée technologiquement et en même temps prétentieuse dans sa communication. Une contradiction qui éloignait à la fois les clients innovants et les investisseurs prudents. Enfin, elle présenta un modèle de réduction des coûts. Pas des licenciements massifs ni des coupes aveugles, mais une réorganisation logique des ressources. Elle avait identifié des redondances entre 3 équipes techniques, proposé une fusion de départements, suggéré l'automatisation de certaines tâches routinières, tout cela sans sacrifier la qualité ni la capacité d'innovation. Théo, au fur et à mesure que la présentation avançait, passait de l'étonnement à l'admiration, puis à la stupeur. Ce qu'elle venait de lui livrer n'était pas une opinion extérieure. C'était un plan stratégique, d'une clarté chirurgicale, construit à partir d'une observation silencieuse, mais constante, d'une compréhension profonde des rouages internes de son entreprise. « Combien de temps vous a-t-il fallu pour compiler tout ça ?» demanda-t-il enfin. 8 jours pour la collecte, 3 pour la structuration, répondit-elle sans hésiter. Et pourquoi avoir attendu tout ce temps? Parce que jusqu'au dîner de gala, je n'avais aucun levier. Ce que je disais n'aurait eu aucun poids. Maintenant, j'en ai un. Et je n'ai pas l'intention de le gaspiller. Théo se leva, fit quelques pas dans la pièce, relut une feuille accrochée au mur, puis se retourna vers elle. C'est brillant, c'est même au-delà de ce que mes propres consultants m'ont fourni en 2 ans. Mais je ne peux pas imposer ce plan seul. Il faut convaincre le reste de l'équipe dirigeante. Et je ne suis pas sûr qu'ils accepteront de recevoir des ordres d'une ex-femme de ménage. Élodie ne réagit pas à l'insulte implicite. Elle répondit avec une simplicité désarmante. « Je ne suis pas ici pour donner des ordres. Je suis ici pour réparer une machine. Si vous voulez sauver Lambertech, je peux vous aider. Mais je ne vais pas mendier une place. Ce plan existe. Il est solide. Vous en faites ce que vous voulez. » Il la regarda longuement. Et à cet instant précis, il comprit que ce n'était pas seulement un plan qu'elle venait de lui offrir, c'était un miroir tendu à son ambition, à ses erreurs, à son orgueil. Elle n'était pas là pour briller, elle était là pour reconstruire. « Vous avez votre bureau, Élodie. Vous avez l'accès complet. Faites ce que vous avez à faire. » Elle hocha la tête, puis se remit à ses feuilles, comme si rien ne s'était passé. Mais dans l'esprit de Théo, tout venait de basculer. Pour la première fois depuis le début de la descente aux enfers de sa société, il entrevoyait une voix. Et cette voix portait le nom d'une femme que personne n'avait jamais vraiment regardée. Jusqu'à aujourd'hui. Le lundi suivant, l'atmosphère à la Lambertech avait radicalement changé. On sentait un souffle nouveau, comme si les couloirs d'habitude froids et désertés étaient devenus le lieu d'une tension plus vive, d'une espérance fragile mais présente. Les techniciens déambulaient devant la salle C304 avec un mélange de méfiance et de curiosité. Certains jetaient des coups d'œil furtifs vers la porte close derrière laquelle Élodie planifiait sa stratégie.
L'ambiance oscillait entre fascination et scepticisme. Pour Théo, l'esprit était en ébullition. Depuis que le plan de restructuration avait été présenté, il avait ressenti un regain de foi qu'il n'avait plus connu depuis des mois. Mais il savait que la route resterait sinueuse, que tout ce travail risquait d'être compromis dès qu'un adversaire, réelle menace du passé, apparaîtrait. Et ce fut précisément le cas. Un soir, alors que Théo était en réunion avec quelques cadres restants, son ancien associé Marc Delon frappa à la porte. Marc, 31 ans comme Théo, avait été le bras droit de ce dernier lors des premières années de la Lambertech. Il en avait incarné l'image publique. Il en gérait les présentations avec charisme. Mais dès qu'un conflit éclata sur le partage des parts et des décisions stratégiques, il avait disparu avec une licence exclusive qui avait brisé l'équilibre fragile de l'entreprise. Marc était revenu, silhouette élancée et sourire trop sûr, par la porte grande ouverte de la réussite supposée. Son costume était coupé d'une élégance glacée, son regard brillait d'un mélange de défi et de vanité. Il entra sans rien annoncer. Son regard balaya la pièce, s'attarda sur Théo puis glissa vers la chaise vide réservée, visiblement, à Élodie. « Théo », dit-il avec cette assurance mielleuse qui avait tant séduit les investisseurs à l'époque, « je vois que vous vous êtes entouré différemment. » Un froid s'installa, non pas dû à la climatisation, mais à la présence même de Marc. Théo se leva, les épaules raides, mais refusa le piège de l'attaque directe. « Marc, vous n'êtes pas resté simple observateur cette fois? Vous revenez pour sauver ou pour saboter ?» Marc s'avança, comme pour occuper tout l'espace, imposer à nouveau sa dominance passée. Il afficha un sourire suffisant, puis croisa les bras. « Écoutez Théo, la Lambertech a besoin de stabilité, de confiance. Vous avez fait des choix étonnants, mais je suis ici pour les corriger. » Autour, plusieurs cadres se renfrognèrent. Le souvenir de la chute de l'entreprise, largement provoqué par la fuite volontaire de Marc, n'était pas encore totalement effacé. Néanmoins, certains investisseurs, tenus dans l'ombre, murmuraient que le retour de Marc était un signal de reprise, une prise de pouvoir sous couvert de sauvetage. Ce que Marc ne savait pas, ou feignait d'ignorer, c'était qu'Élodie n'était plus simplement une voix dans l'ombre. Elle était devenue l'âme de cette renaissance, et elle ne se laisserait pas intimider. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil filtraient à peine dans les bureaux, Élodie passa devant Marc sans un regard. Elle retourna à son travail, parfaitement consciente de sa force. L'équipe dirigeante était divisée. Deux clans semblaient se dessiner, ceux qui souhaitaient se reposer sur l'expérience de Marc et ceux intrigués, voire séduits, par la lucidité nouvelle qu'Élodie incarnait. Les mots de Marc n'étaient pas innocents. Il commença en coulisses à semer des doutes. Il rappela aux investisseurs que la proposition d'Élodie n'avait pas reçu de validation externe, qu'elle n'avait jamais dirigé une équipe, qu'elle n'avait aucune légitimité académique dans une entreprise en pleine renaissance. Il exploitait les codes du monde des affaires avec efficience, discréditer subtilement, semer le doute, ramener tout à une question de réputation. Mais il y avait une nuance qui transformait cette confrontation en pari. Élodie, jusqu'à présent, n'avait pas répliqué par la provocation. Elle restait concentrée sur le plan. Et ce plan devenait de plus en plus solide, manifeste dans chaque tableau, chaque argument chiffré, chaque projection rentable. Contrairement à Marc, elle ne promettait pas d'exploits remontés de l'ego. Elle offrait une trajectoire factuelle, mesurable, construite. Et certaines voix parmi les investisseurs commencèrent à se poser la bonne question. Où se trouvait la véritable valeur, dans l'assurance affichée ou dans la compétence prouvée? Un midi, dans une salle de réunion plus petite, un groupe de 3 investisseurs décisifs s'impatienta. Ils voulaient voir la personne derrière ce plan. Théo les amena devant la porte de la salle C304. Il hésita, puis annonça, sans effet d'éclat, « Je vous présente Élodie Martin ». Elle leva les yeux, son regard traversa les hommes d'affaires d'un coup clair. Pas d'artifice, pas d'orgueil. Juste la main tendue d'une expertise enfin reconnue. Marc, qui attendait en retrait, pâlit légèrement lorsqu'il sentit un changement d'air. Les cadres écoutaient, analysaient, se demandaient si la renaissance de l'entreprise ne se faisait pas sous d'autres auspices que ceux que l'arrogance avait imposés. Ce jour-là, la bataille pour l'avenir de la Lambertech ne se jouerait pas entre l'ancien et le vainqueur nommé. Elle se jouerait autour de la vision, de la justesse, de la transparence.
Et Élodie, dans le silence de ses feuilles, venait d'ouvrir une brèche que rien ne pourrait refermer si elle n'était pas elle-même fermée par sa propre détermination. Les tensions atteignaient leur paroxysme. Dans les couloirs de Lambertech, chaque murmure, chaque porte refermée un peu trop brusquement, chaque mail sans réponse directe devenait le reflet d'une division interne de plus en plus manifeste. Deux noms circulaient avec insistance. Marc Delon, l'ancien fondateur charismatique revenu tel un sauveur autoproclamé, et Élodie Martin, la femme qui avait fait trembler un dîner d'élite avec une réplique cinglante et un plan de relance concret. L'atmosphère était celle d'une guerre silencieuse. Les décisions n'étaient pas encore prises, mais chacun savait que les prochains jours seraient déterminants. Théo, bien que toujours officiellement à la tête de l'entreprise, sentait son autorité constamment mise à l'épreuve. Il recevait chaque jour des appels d'investisseurs demandant des explications contradictoires. Certains exigeaient qu'il nomme Marc à un poste de direction pour rassurer les marchés, d'autres voulaient qu'il officialise le rôle d'Élodie et communique clairement sur son plan de restructuration. Coincé entre la peur du désastre et l'intuition que la vérité se trouvait dans le travail silencieux d'Élodie, il hésitait, tergiversait, retardait les annonces. Mais Élodie, elle, ne tergiversait pas. Elle avait compris que l'heure des compromis était révolue. Si elle voulait que son plan soit appliqué, elle ne pouvait plus attendre l'approbation de ceux qui la regardaient encore comme une anomalie. C'est ainsi qu'un jeudi matin, elle fit ce que peu osaient imaginer. Elle prit l'initiative de contacter elle-même un groupe d'investisseurs étrangers, indépendamment des circuits officiels. Elle savait qu'une délégation américaine, intéressée par la technologie de traitement de flux que proposait Lambertech, serait à Paris pour 2 jours. Elle leur envoya un dossier complet, signé de son nom. Pas celui de Théo, pas celui de Marc. Elle n'attendit pas qu'on l'autorise. Elle s'imposa. Le lendemain matin, à 8 heures précises, dans l'amphithéâtre de présentation de l'entreprise, Élodie entra en scène. Elle n'en informa ni Théo, ni Marc. Elle avait obtenu un créneau court, 30 minutes, et elle comptait l'utiliser sans détour. Les membres du conseil interne furent prévenus seulement quelques instants avant le début. Curieux ou inquiets, ils s'installèrent dans la pénombre de la salle, chuchotant, sceptiques. Élodie s'avança seule devant un écran immense où s'affichait le logo de Lambertech, modifié selon sa nouvelle proposition graphique, plus sobre, plus technique, débarrassée des artifices d'une communication creuse. Elle portait une tenue professionnelle, mais sans ostentation. Ses cheveux étaient attachés simplement, son regard droit. Devant elle, 5 représentants du groupe d'investissement américain attendaient, impassibles. Elle prit une inspiration brève, puis commença. Elle ne parla pas de chiffres pendant les 10 premières minutes. Elle raconta l'histoire de l'entreprise, de ses débuts jusqu'à sa chute. Elle ne maquilla rien. Elle parla des erreurs de stratégie, des opportunités ratées, des dysfonctionnements internes. Puis, elle traça une ligne invisible sur l'écran et dit « Voici la faille. Maintenant, voici la réponse. » Ce fut le déclenchement. Elle exposa le plan par étapes, illustré de graphiques dynamiques, de simulations de croissance, d'évaluation de risques comparés à des cas concrets. Elle démontra comment une nouvelle branche logicielle, basée sur une architecture qu'elle avait corrigée seule, permettrait à Lambertech de repositionner ses services dans le domaine de la gestion intelligente des flux d'informations en environnement industriel, un marché en pleine expansion. Mais ce ne furent ni les projections ni les beaux tableaux qui impressionnèrent les investisseurs. Ce fut la clarté, la maîtrise, l'assurance technique. Chaque question reçue trouva une réponse immédiate, concise, justifiée. Elle ne détourna jamais le regard. Elle ne se contenta pas de promettre, elle expliqua comment elle atteindrait chaque objectif. Et quand un investisseur exprima un doute sur l'adaptabilité du modèle à l'international, elle déroula une stratégie localisée pour 3 régions clés, anticipant les barrières culturelles et réglementaires. Dans les gradins, Théo observait, muet. Il comprit qu'il assistait à un renversement. Pas un coup d'État, une émergence. Élodie ne prenait pas le contrôle. Elle révélait qu'elle l'avait déjà de facto. À la fin de la présentation, les représentants américains demandèrent une réunion privée. Ils voulaient rencontrer Théo et Élodie ensemble. L'un d'eux, en quittant la salle, dit à voix haute « Elle parle comme un CTO, mais elle pense comme un CEO ». Ce fut le début de la rumeur. Et cette fois, ce n'était pas un scandale. C'était un phénomène. Dans l'heure qui suivit,
Les autres dirigeants internes se réunirent en urgence. Marc, furieux, tenta de minimiser la portée de ce qu'il venait de voir, insinuant que tout cela n'était qu'un exercice de style. Mais personne ne l'écoutait vraiment. Même ceux qui doutaient d'Élodie ne pouvaient ignorer que ce qu'ils venèrent de voir n'était pas une démonstration de talent isolé. C'était une vision en action. Théo rejoignit Élodie dans son bureau. Elle travaillait déjà à intégrer les suggestions formulées pendant la présentation. Il resta un moment en silence, puis déclara simplement « Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça ici. Jamais. » Elle releva les yeux, le fixa calmement. « Ce n'est que le début. Mais vous devez décider. Si vous hésitez encore, tout cela s'effondrera. » Il hocha la tête. Il savait qu'elle avait raison. Le choix n'était plus entre elle et Marc. Le choix était entre l'avenir et la répétition du passé. Et cet avenir, désormais, portait un visage que les salles de direction n'avaient pas encore appris à reconnaître, mais qu'elle n'oublierait plus jamais. Le lundi matin, à peine 3 jours après la présentation décisive d'Élodie devant les investisseurs américains, le climat à Lambert Tech n'était plus seulement tendu. Il était chargé d'électricité. Les couloirs de verre et de métal du siège parisien semblaient vibrer d'un mélange d'excitation contenue et d'inquiétude croissante. Le nom d'Élodie Martin circulait maintenant dans les réseaux professionnels de la tech, sur les plateformes spécialisées, dans les groupes de discussion entre investisseurs. Elle n'était plus l'inconnue du dîner ou la femme de ménage au plan miracle. Elle devenait une figure stratégique, à la fois redoutée et admirée, et cela Marc Delon ne pouvait pas tolérer. Marc avait investi trop d'années à construire son propre mythe, celui du jeune prodige trahi, de l'entrepreneur visionnaire évincé par un partenaire trop rigide, de la victime des circonstances de marché. Le retour de Marc chez Lambert Tech n'avait jamais eu pour objectif de sauver l'entreprise. Il voulait la récupérer et, si possible, la reconstruire à son image. Mais depuis qu'Élodie avait capté l'attention des bailleurs de fonds, tout son plan commençait à se fissurer. Ce fut lors d'un petit déjeuner discret avec l'un des associés du fonds Mentaire Capital que Marc mit en œuvre sa manœuvre. Il glissa, comme par accident, une information délicate. Selon certaines sources, le modèle d'optimisation de flux présenté par Élodie serait très proche d'un algorithme protégé par brevet. Il insinua que l'architecture en question ressemblait fortement à un système développé il y a 5 ans par une start-up aujourd'hui disparue, mais dont le dépôt de propriété intellectuelle était encore valide et lié à un dossier juridique encore ouvert. Le poison fit son œuvre. Moins de 24 heures plus tard, les premiers mails d'alerte arrivèrent dans la boîte de réception de Théo. Certains investisseurs demandaient des précisions sur l'origine de l'algorithme utilisé dans la présentation. Un article anonyme fut publié sur une plateforme spécialisée dénonçant une possible fraude intellectuelle. On y évoquait le nom d'Élodie sans citer explicitement Lambert Tech, mais l'allusion était transparente. La rumeur avait été déclenchée avec précision. Théo convoqua immédiatement Élodie. Il la fit entrer dans son bureau, ferma la porte et lui tendit une impression de l'article. « Tu savais que ça allait arriver » demanda-t-il, la voix basse mais dure. Elle lut l'article en silence, fronça à peine les sourcils, puis releva les yeux vers lui. « Oui, il ne pouvait pas m'attaquer sur la compétence. Il fallait qu'il crée un doute sur l'intégrité. C'est la seule chose qui reste quand le reste échoue. C'est vrai? Ce qu'ils disent, il y a un lien? Non, répondit-elle fermement. L'algorithme sur lequel je me base est une version modifiée d'un travail que j'ai commencé pendant mes études, à l'école normale. Une structure de traitement parallèle à base adaptative conçue pour les flux énergétiques. À l'époque, personne ne voulait y croire. Je n'ai jamais pu le publier, mais je l'ai conservé. J'ai passé les dernières semaines à le réécrire intégralement pour qu'il corresponde aux besoins actuels de Lambert Tech. Il est à moi, et je peux le prouver. Théo se redressa, mais le doute persistait. Il nous faut des preuves, et vite. Sinon, ils te forceront à quitter l'entreprise. Je ne pourrai pas les retenir longtemps. Elle hocha la tête. Donne-moi 2 jours, rien de plus. Je m'occupe de tout. Et elle disparut. Durant 48 heures, Élodie fut introuvable. Son téléphone ne répondait plus. Ses accès à la messagerie interne n'étaient plus actifs. Certains pensèrent qu'elle avait fui. Les pires soupçons remontèrent. Marc, avec un faux air de regret, suggéra que Théo devait immédiatement se désolidariser d'elle pour préserver la crédibilité de la société. Ce genre de controverse peut ruiner définitivement la relance, dit-il avec gravité. Il faut agir vite.
Théo cependant refusa. Il tenait bon malgré les pressions, car au fond, il connaissait Élodie. Il avait vu sa rigueur, sa discipline, son attachement aux faits. Elle ne serait pas partie sans lutter. Il décida d'attendre. 48 heures. Pas une de plus. Le jeudi matin, Élodie réapparut. Elle entra dans le bureau de Théo à 7h30 du matin, un dossier sous le bras, des cernes sous les yeux, mais une détermination inchangée. Elle posa le dossier sur son bureau. « Voici le dépôt de mon modèle initial daté de 9 ans. Je l'avais confié à mon ancien professeur de mathématiques appliquées, à l'époque où je croyais encore à une carrière académique. Il m'a transmis une copie du document original, avec un enregistrement officiel et la signature d'un témoin neutre. Ce modèle prouve que la base de l'algorithme vient bien de moi. Il ne correspond en rien à ce qui a été déposé par la start-up mentionnée dans l'article. Elle tendit également une clé USB. Et voici un comparatif ligne à ligne entre mon code et celui de la start-up. Je suis allé jusqu'à retrouver une copie ancienne de leur prototype. J'ai réussi à accéder aux fragments conservés dans une archive libre, grâce à une faille qu'ils avaient laissée ouverte. Les deux structures sont fondamentalement différentes. Aucune base commune. Aucun plagiat possible. Théo prit les documents, les lut méthodiquement. Les dates, les signatures, les graphes, les comparatifs. Tout était irréfutable. Il releva les yeux vers elle, incapable de masquer son soulagement. « Tu l'as fait. J'ai dit que je le ferais. Je ne suis pas là pour impressionner. Je suis là pour réparer. » 1 heure plus tard, un communiqué officiel fut publié par Lambert Tech. Il rétablissait la vérité, joignait les preuves de l'authenticité de l'algorithme et annonçait des poursuites contre les auteurs de la diffusion malveillante. L'article fut retiré et le site concerné publia un droit de réponse. Mais surtout, ce jour-là, les rôles furent inversés. Marc, convoqué en comité restreint, fut confronté aux preuves de son implication indirecte dans la rumeur. Un enregistrement audio capté discrètement par un associé trop bavard prouvait qu'il avait initié la conversation diffamatoire. Il nia, tenta de se défendre, mais le mal était fait. À midi, Théo prit la parole devant toute l'équipe. Certains tentent encore de nous diviser, mais aujourd'hui, c'est l'unité qui nous sauvera. Élodie Martin n'est pas une menace. Elle est la force qui nous permet de rester debout. Et elle mérite plus que notre confiance. Elle mérite notre respect. Et cette fois, personne n'osa contredire. Le scandale déclenché par la tentative de sabotage de Marc Delon ne s'était pas éteint sans bruit. Bien que la direction de Lambert Tech ait rapidement réagi, prouvé l'innocence d'Élodie et exposé la manœuvre de Marc, l'épisode avait laissé des traces. La confiance des investisseurs avait été mise à l'épreuve, l'image publique de l'entreprise de nouveau fragilisée. Théo savait que toute cette agitation ne disparaîtrait pas d'un simple communiqué. Il fallait plus. Il fallait frapper fort, non pas pour se venger, mais pour clore définitivement l'ère du doute. Et une fois encore, ce fut Élodie qui prit les devants. Elle n'avait pas quitté son bureau depuis le matin de son retour. Tandis que les autres se félicitaient de la résolution rapide de la crise, elle travaillait en silence, inlassablement. Son esprit n'était pas tourné vers le présent, mais vers le passé. Elle savait que Marc n'avait pas agi seul. Elle connaissait sa manière de fonctionner, son arrogance systémique. Il ne lançait jamais une attaque sans verrouiller ses arrières, et cette rumeur sur l'algorithme n'était que la partie visible d'un réseau plus profond de manipulation. Pendant 2 jours, Élodie replongea dans les archives de l'entreprise. Elle récupéra d'anciens mails internes, des documents de réunions oubliés, des notes de version de prototypes abandonnés. Elle remonta dans le temps jusqu'à 5 ans en arrière, à l'époque où Marc était encore associé. Elle utilisa des logiciels de récupération de données pour accéder à des fragments de fichiers effacés, croisa les informations avec des dépôts de brevets et enfin, contacta une personne qu'elle n'avait pas vue depuis plus d'1 décennie. Son ancien professeur de mathématiques appliquées, le professeur Gérard Mauclerc. Mauclerc, retiré dans une petite commune près d'Avignon, avait suivi la trajectoire d'Élodie avec discrétion. Lorsqu'elle l'appela, il ne fut pas surpris. Il l'écouta, silencieux, tandis qu'elle lui expliquait ce qu'elle cherchait, des preuves que Marc avait utilisées, sans autorisation, des travaux issus d'un groupe de recherche universitaire auquel Théo lui-même n'avait jamais eu accès. Des travaux qu'Élodie, à l'époque doctorante, avait partiellement codés et qui avaient été récupérés dans des conditions troubles. Mauclerc fouilla dans ses archives personnelles et retrouva un dossier numérisé. Il y avait là un ensemble de fichiers datés,
un code source annoté à la main, signé par Élodie elle-même, ainsi qu'une correspondance entre un laboratoire parisien et une entreprise de conseil en innovation, qui s'avérait être une façade créée par Marc Delon quelques mois avant de quitter Lambert Tech. Ce lien, jusqu'alors invisible, était la clé. De retour à Paris, Élodie compila l'ensemble des documents, structura un dossier complet, puis convoqua Théo. Lorsqu'il entra dans son bureau, elle ne parla pas tout de suite. Elle déposa simplement une liasse de papier sur la table, accompagnée d'un disque dur externe. « Tu voulais une preuve définitive? La voilà. » Marc a non seulement lancé une fausse rumeur, mais il a aussi bâti sa crédibilité sur un vol intellectuel vieux de 10 ans. Il s'est approprié des fragments de recherche universitaires protégés, dont certains sont les miens. Ce que tu vois là, c'est la trace de son opportunisme. Et c'est aussi la dernière pièce qui nous manquait pour asseoir la nouvelle version de Lambert Tech. Théo s'assit, feuilleta les documents. Au fil des pages, son visage changea. Ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas seulement une preuve de malveillance. C'était la démonstration que tout ce qu'ils avaient soupçonné, mais jamais pu confirmer, était vrai. Marc n'avait jamais été un visionnaire. Il avait été un opportuniste avec un bon carnet d'adresses. « Que veux-tu qu'on fasse avec ça ?» demanda-t-il enfin. « Tu vas le confronter, mais pas seul. Tu vas le faire devant le comité d'investisseurs. Et tu vas leur montrer que cette entreprise peut renaître non pas en effaçant son passé, mais en l'exposant. Il ne s'agit plus de me défendre. Il s'agit de tourner la page, définitivement. » Théo acquiesça. Le lendemain matin, dans la grande salle de conférence du siège, tous les partenaires financiers étaient réunis. Marc, convoqué en urgence, crut d'abord à une tentative de négociation. Il entra confiant, le regard haut. Mais dès qu'il aperçut Élodie debout à côté de Théo, il comprit que le terrain n'était plus à son avantage. Théo prit la parole, d'abord calmement, puis avec une autorité qu'il n'avait pas exprimée depuis des mois. Il retraça l'histoire de la trahison, présenta les documents, cita les dates, les noms, les échanges. Il montra les extraits du code, les courriels, les dépôts de brevets comparés. Marc tenta de répliquer, mais chaque mot qu'il prononçait tombait à plat face à la rigueur du dossier présenté. Quand Élodie s'avança pour compléter l'exposé, elle ne montra ni arrogance ni colère. Elle parla avec la même précision tranquille qu'il avait toujours définie. Elle ne demandait pas justice. Elle exposait les faits. Les preuves suffisaient. À la fin de la réunion, un silence épais remplissait la salle. Puis, l'un des membres du conseil, jusque-là indécis, se leva. J'étais sceptique, très sceptique. Mais ce que je viens de voir ici n'est pas une démonstration technique. C'est une leçon de gestion. Vous avez notre confiance. Marc fut escorté hors du bâtiment dans l'heure. Officiellement, il démissionna de toute fonction de conseil. Officieusement, il avait été exclu à vie de tout projet lié à Lambert Tech. Le soir même, Élodie et Théo restèrent seuls dans le grand open space désert. Il l'observa tandis qu'elle travaillait encore sur son ordinateur. « Tu viens de nous rendre notre avenir, dit-il. » Elle leva les yeux. « Ce n'est pas l'avenir qu'il faut récupérer. C'est le présent qu'il faut savoir tenir. Et dans ce présent, désormais débarrassé des ombres du passé, Lambert Tech pouvait enfin respirer. » Le mois d'août touchait à sa fin et Paris, baigné dans une chaleur lourde, s'éveillait lentement de sa torpeur estivale. Au cœur du 8e arrondissement, le siège de Lambert Tech bouillonnait d'activité. L'annonce d'un grand événement de présentation avait attiré l'attention des médias, des investisseurs et des acteurs majeurs du secteur technologique. Tous savaient qu'il ne s'agissait pas d'une conférence de presse ordinaire. C'était le moment que beaucoup attendaient avec curiosité, scepticisme ou espoir. Le dévoilement du nouveau modèle de la Lambert Tech, une entreprise qu'on avait cru morte et qui, contre toute attente, s'apprêtait à se relancer. Dans les jours précédant l'événement, Élodie Martin et Théo Lambert avaient travaillé sans relâche. Chaque ligne de code, chaque plan stratégique, chaque diapositive de la présentation avait été relue, testée, réécrite si nécessaire. L'équipe de communication, réorganisée autour des directives d'Élodie, avait préparé un message clair, précis, éloigné de tout discours creux. Il n'y aurait pas de slogan vide, il n'y aurait pas de promesses floues. Il y aurait des faits, des démonstrations, des preuves de viabilité. La salle choisie pour l'événement se situait dans un bâtiment emblématique du quartier de la Défense, un auditorium moderne, équipé des technologies les plus récentes, pouvant accueillir plus de 300 personnes. Parmi les invités figuraient des investisseurs européens de renom,
des représentants de la presse économique internationale, ainsi qu'une délégation venue de Californie. Le nom d'Élodie figurait en première ligne de l'ordre du jour. Elle ne serait pas une voix de l'ombre. Elle serait la figure centrale de cette présentation. Le matin de l'événement, Théo retrouva Élodie dans une loge technique, vêtue d'un tailleur anthracite, sobre et élégant. Elle relisait encore les derniers points de son intervention, le regard concentré. Il s'approcha, posa une main discrète sur le dossier de la chaise. « Prête ?» demanda-t-il. « Depuis longtemps » répondit-elle sans lever les yeux. À 11 heures précises, les lumières s'atténuèrent. Un silence dense s'installa dans la salle, brisé seulement par les bruits de claviers et de stylos. L'écran central afficha le nouveau logo de Lambertech, redessiné dans des lignes épurées, accompagné d'un simple titre « Reconstruire par l'intelligence ». Théo entra en scène en premier. Il salua l'assemblée, remercia les invités, évoqua brièvement les difficultés traversées, puis annonça la parole centrale de la matinée. « Voici Élodie Martin, celle grâce à qui vous êtes ici aujourd'hui. » Elle apparut sur scène sous une lumière blanche, sans musique d'accompagnement ni mise en scène spectaculaire. Juste elle, droite, ferme, le regard fixé sur les premières rangées. Elle ne sourit pas. Elle commença. « Mesdames, messieurs, il y a 6 mois, Lambertech était à 60 jours de la faillite. Les chiffres sont publics, les projections aussi. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'en parallèle, un plan de reconstruction complet était en gestation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour vous vendre une idée. Nous sommes ici pour vous montrer ce que nous avons déjà commencé à faire. » Son ton était sec, factuel. Elle présenta le cœur du nouveau modèle. Un système de gestion des flux d'informations en temps réel, optimisé pour les environnements industriels complexes, une technologie capable de réduire jusqu'à 40% les pertes énergétiques dans des réseaux autonomes. Elle démontra à l'aide de simulations tournées en direct l'efficacité du moteur développé. Les courbes s'affichèrent, les résultats comparés, les écarts mesurés. Aucun détail n'était laissé au hasard. Puis vinrent les projections. Élodie présenta un plan de croissance sur 18 mois, adossé à des partenariats déjà en négociation avec 3 acteurs du secteur énergétique. Elle montra des courriers d'intention, des prototypes en test, des retours préliminaires positifs. Les chiffres étaient modestes mais crédibles. Aucun effet d'annonce, seulement des engagements en cours. Le public suivait, muet. Même les journalistes les plus aguerris prenaient des notes avec application. Dans les rangs des investisseurs, des regards se croisaient, des têtes hochaient discrètement. Mais c'est lorsqu'elle aborda la dimension éthique du projet que la salle retint son souffle. Elle parla des employés oubliés, des talents ignorés, des capacités cachées dans les marges d'une entreprise que l'élitisme avait failli faire couler. Elle cita les erreurs du passé, sans nommer de coupables, mais en assumant que l'avenir ne pouvait se construire que dans la reconnaissance de toutes les compétences. C'est à ce moment-là que Marc Delon surgit. Il entra dans la salle sans invitation, accompagné d'un conseiller juridique. Il avança jusqu'à la scène, interrompant la présentation. Les agents de sécurité hésitèrent, mais Théo fit un signe pour ne pas intervenir. Marc prit la parole, sans micro, projetant sa voix. « Vous écoutez une femme qui vous ment. Ce modèle qu'elle présente est basé sur une propriété intellectuelle toujours contestée. L'affaire n'est pas close. » La salle se tendit. Les caméras se tournèrent. Élodie ne bougea pas. « Ce que vous venez de dire est inexact, » répondit-elle calmement. « Et je peux le prouver. Si vous voulez contester les documents légaux, vous devrez le faire devant un tribunal, mais pas ici. » Elle ouvrit un classeur posé à côté d'elle, en sortit une copie des certificats validés, les transmit à l'assistance. Un juriste présent dans la salle les examina brièvement, puis déclara « Ces documents sont valides. Aucune action en cours ne remet en cause leur authenticité. » Marc resta debout quelques secondes, puis se tourna et quitta la salle sous les regards silencieux de l'assemblée. Élodie reprit sans transition. L'innovation ne peut pas survivre au milieu du bruit. Elle a besoin de clarté. C'est ce que nous vous proposons. À la fin de la présentation, l'auditorium se leva dans un silence presque solennel. Ce ne fut pas une ovation. Ce fut un respect manifeste, une reconnaissance du sérieux et de la détermination. Plusieurs investisseurs se rapprochèrent. Les discussions commencèrent immédiatement. Des propositions furent échangées, des fonds engagés. Lambertech n'était plus en sursis, elle était de retour. Et cette fois, les fondations n'étaient plus construites sur des illusions.
Elle reposait sur la vérité, sur la compétence et sur le courage d'une femme que personne n'attendait. Le soir du grand événement, les couloirs du siège de Lambertech étaient encore baignés de lumière bien après que la dernière voiture eut quitté le parking souterrain. Élodie était restée dans l'amphithéâtre vide, assise seule au premier rang, les dossiers de présentation posés à côté d'elle. Elle ne relisait rien. Elle ne vérifiait plus les chiffres. Elle regardait simplement la scène, désormais déserte, sur laquelle elle venait de se tenir quelques heures plus tôt. Il n'y avait ni euphorie, ni satisfaction visible. Seulement un silence dense et contenu, celui qu'on retrouve après une tempête parfaitement maîtrisée. Théo la rejoignit en silence. Il s'assit à ses côtés, imitant sa posture. Il ne parla pas tout de suite. Il sentait que le moment ne nécessitait aucune analyse, aucun résumé. Ce qui avait été accompli n'avait pas besoin d'être reformulé. Mais ce qui s'était éveillé en lui, ce trouble qu'il s'efforçait de contenir depuis plusieurs semaines, méritait d'être reconnu. « Je pensais que ce jour n'arriverait jamais, dit-il enfin. Je ne parle pas du retour de Lambertech. Je parle de ce sentiment de stabilité, d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer sans devoir constamment douter ou corriger. » Élodie tourna lentement la tête vers lui. « Ce n'est pas la stabilité qui vous manquait, c'est la confiance. Je n'ai jamais su en donner, admit-il. Je croyais que le contrôle me protégeait, que déléguer, c'était risqué. » Elle resta silencieuse, puis déclara « Déléguer, c'est reconnaître que l'on n'est pas seul. Mais encore faut-il vouloir ne plus l'être. » Il hocha la tête. Un long silence s'installa. Ils étaient deux dans cet espace immense, éclairé par la lumière tamisée de la scène. Théo se leva, fit quelques pas, puis revint devant elle sans détour. « Je ne veux plus avancer seul. Et je ne parle pas seulement de l'entreprise. Tu m'as prouvé ce que personne n'a jamais pu me montrer, que la loyauté peut exister sans flatterie, que la compétence n'a pas besoin de costume pour être crédible. Tu m'as sauvé. Et je ne veux pas que ça se limite à un partenariat professionnel. » Elle le regarda, droite, sans émotion visible. « Ce que tu dis là, tu l'aurais dit à n'importe qui d'autre qui t'aurait sorti de la chute. C'est la gratitude qui parle, pas autre chose. »« Non, » répondit-il, « ce n'est pas la reconnaissance. C'est bien plus inconfortable que ça. Je te vois. Depuis le début, je te vois. D'abord en silence, puis avec admiration. Et maintenant, avec ce mélange de respect et de trouble qui m'empêche de dormir. » Élodie se leva lentement, lui faisant face. « Tu dis cela maintenant que tout est reconstruit. Mais que se passera-t-il si les doutes reviennent, si les investisseurs changent de ton, si je prends une décision avec laquelle tu n'es pas d'accord? Alors je douterai et je discuterai, mais je ne te remettrai pas en question comme on remet en question une erreur de codage, parce que tu n'es pas une fonction à corriger. Tu es un être humain, et si tu veux, je serai à tes côtés, pas au-dessus, pas devant. » Elle le fixa longuement, puis détourna le regard vers la scène. Le silence s'épaissit à nouveau, cette fois chargé d'émotions contenues, de pensées en collision. « Je ne suis pas prête, » dit-elle enfin. « Ce que nous avons bâti est encore fragile. Si on mélange tout, on risque de tout perdre. Et moi, je refuse de perdre ce qu'on a. Ni toi, ni la société. » Il respecta son recul. Il ne chercha pas à insister. Il avait trop appris d'elle pour tenter de la forcer à précipiter ce qu'elle n'était pas encore prête à ouvrir. Mais il fit un pas vers elle et doucement posa sa main sur son bras. « Je comprends. Mais sache une chose, je ne renoncerai pas à toi. Pas par obsession, pas par besoin, mais parce que je crois en toi. Comme je crois désormais en ce que nous avons construit. » Elle ne répondit pas. Elle resta là, droite, silencieuse. Puis elle fit un geste lent de la tête, presque imperceptible, et déclara « Alors prouve-le. Pas avec des mots, pas avec des gestes, avec le temps. Si un jour je crois que ce que tu ressens est aussi solide que la structure qu'on vient de redresser, alors je te le dirai. Mais pas avant. » Il accepta. Il n'avait pas besoin de plus. Ce n'était pas une promesse suspendue, ni un rejet. C'était une vérité claire, ferme, comme elle en avait toujours exprimé. Ce qui les liait désormais n'était plus seulement une collaboration fructueuse, mais une force discrète et puissante, née du respect mutuel et nourrie par les épreuves traversées ensemble. Ce soir-là, ils quittèrent le bâtiment côte à côte, sans se toucher, sans échanger un mot de plus. Mais l'espace entre eux n'était plus vide. Il était peuplé de possibilités, d'espoir, d'un lien qui ne se proclamait pas, mais qui s'affirmait dans le simple fait de marcher à la même cadence.
Le mois de septembre s'annonçait comme un tournant décisif pour Lambertech. Les accords signés à la suite de la présentation publique avaient commencé à produire leurs effets. 3 contrats pilotes venaient d'être validés avec des groupes industriels basés à Lyon, Hambourg et Turin. Les fonds affluaient à nouveau, mais cette fois de manière ciblée et progressive, selon un plan défini par la nouvelle direction opérationnelle. Plus rien n'était laissé au hasard. Les étapes étaient rigoureusement planifiées, les marges contrôlées, et la communication, désormais pilotée par un pôle stratégique créé sous l'impulsion directe d'Élodie, évitait les envolées lyriques pour se concentrer sur les faits. Élodie Martin, bien que toujours discrète dans ses déplacements, n'était plus une inconnue. Son nom figurait désormais sur les organigrammes internes, à la tête de la direction technique et stratégique. Lors d'une assemblée générale convoquée à huis clos, Théo proposa officiellement la création d'une nouvelle structure binaire de direction. Élodie serait nommée directrice générale exécutive, tandis que lui-même conserverait la présidence du conseil d'administration, se concentrant sur la gouvernance, les relations institutionnelles et les questions juridiques de haut niveau. La proposition fut acceptée à l'unanimité. Même les actionnaires les plus sceptiques comprirent qu'il s'agissait de plus qu'un simple jeu de titres. La direction bicéphale permettait de concilier vision long terme et efficacité opérationnelle, stratégie de croissance et adaptation immédiate. C'était un modèle hybride, mais pensé pour durer. Une forme d'équilibre qui représentait bien ce que Lambertech était devenu. Une entreprise qui avait appris de ses excès passés et construit sa renaissance sur la lucidité. Le premier acte concret de cette nouvelle organisation fut la réouverture du département R&D, fermé depuis plus de 18 mois. Élodie y plaça une équipe réduite mais triée sur le volet. Pas de profils issus des grandes écoles par simple prestige, mais des ingénieurs et chercheurs choisis pour leur capacité d'analyse, leur rigueur méthodologique et leur aptitude à travailler en transversalité. Elle elle-même conserva un bureau au sein du laboratoire, refusant d'abandonner le terrain pour se réfugier dans la gestion abstraite. Théo, de son côté, se consacra à restructurer le réseau de partenaires. Il reprit contact avec d'anciens soutiens, nettoya les relations corrompues par Marc, mit fin à des accords déséquilibrés et construisit de nouveaux ponts avec des institutions publiques. Son nouveau rôle lui convenait mieux qu'il ne l'aurait imaginé. Il découvrait une forme de sérénité dans la distance stratégique, sans renoncer à son implication profonde dans le projet. Entre lui et Élodie, les choses évoluaient avec lenteur mais constance. Ils se retrouvaient régulièrement en fin de journée pour échanger sur les avancées, confronter leurs visions, ajuster les décisions. Aucun mot sur leur échange du soir de la présentation n'avait été prononcé à nouveau. Mais la complicité, désormais visible, n'avait rien de forcé. Elle se manifestait dans les regards échangés, dans la confiance implicite avec laquelle ils déléguaient, dans les silences partagés entre 2 réunions tendues. Le personnel lui aussi changeait. Les anciens employés revenus en renfort découvraient une entreprise métamorphosée. La hiérarchie rigide avait laissé place à une circulation plus fluide des idées. Les collaborateurs n'étaient plus jugés sur leur conformité aux attentes traditionnelles, mais sur la pertinence de leur contribution. Une jeune développeuse recrutée en stage proposa une amélioration du module central dès sa 3e semaine. Plutôt que d'être ignorée, elle fut invitée à présenter son idée en comité technique. L'approche d'Élodie, observer, écouter, tester, était en train d'infuser toute la culture interne. Les résultats ne se firent pas attendre. À la fin du trimestre, Lambertech avait non seulement stabilisé sa trésorerie, mais amorcé une croissance modérée. L'augmentation de capital prévue pour l'année suivante ne serait plus un sauvetage, mais une extension stratégique. La presse, d'abord prudente, commença à s'intéresser de nouveau à l'entreprise, non pas pour son passé chaotique, mais pour son modèle de résilience fondé sur une gouvernance originale et une vision technologique profondément ancrée dans le réel. Un article publié dans un hebdomadaire économique résuma bien l'évolution. Il y a 1 an, Lambertech était un symbole de l'arrogance start-upienne à la française. Aujourd'hui, c'est une leçon de sobriété, de compétence et de courage. Et si l'avenir appartient à ceux qui savent construire sans se faire voir, alors Élodie Martin en est l'incarnation parfaite. Lors d'un conseil restreint, Théo proposa à Élodie d'organiser un événement interne pour marquer la fin de cette période de transition. Une soirée simple, sans luxe inutile, où seraient invités tous ceux qui avaient contribué au redressement.
employés, partenaires techniques, mentors, et même quelques anciens concurrents devenus alliés. Élodie accepta à condition que cette soirée ne soit pas centrée sur elle. « Ce n'est pas une histoire personnelle, dit-elle. C'est un parcours collectif. C'est exactement ce qui te rend légitime à incarner ce nouveau départ, répondit Théo. Ce fut donc décidé. L'événement aurait lieu au siège, dans l'atrium récemment rénové. Une soirée de reconnaissance, sans discours pompeux, mais avec un mot pour chacun. Un signe que Lambertech, désormais entre de bonnes mains, ne regardait plus derrière elle, et que l'ascension véritable, celle qui ne se construit pas en un jour, venait tout juste de commencer. Le soir du dernier vendredi de septembre, les lumières du siège de Lambertech restèrent allumées plus tard qu'à l'accoutumée. L'atrium, récemment rénové, brillait d'un éclat sobre mais chaleureux. De grandes tentures aux couleurs de l'entreprise ornèrent les murs, et des installations lumineuses discrètes soulignaient l'architecture moderne du bâtiment. Un traiteur indépendant avait été sélectionné par Élodie elle-même, privilégiant des produits régionaux et des présentations sans prétention. Il n'y aurait pas de spectacle, pas de mise en scène spectaculaire, seulement un espace pensé pour réunir ceux qui avaient permis à l'entreprise de renaître. L'événement n'avait pas été annoncé à la presse. C'était une célébration interne, presque confidentielle, à laquelle seuls les collaborateurs actifs, les anciens employés revenus pour soutenir la transition, les partenaires techniques et quelques rares investisseurs de confiance avaient été conviés. Une centaine de personnes, tout au plus, venues sans tenue imposée, dans un esprit d'égalité assumé. Élodie apparut au centre de la salle vêtue d'une robe simple, noire, identique dans sa coupe à celle qu'elle avait portée le soir du dîner au château, mais cette fois conçue sur mesure, adaptée à sa posture actuelle. Elle ne se déplaçait pas comme une vedette, mais comme une présence stable, saluant chacun, s'arrêtant pour écouter, échanger quelques mots sans jamais s'imposer. Autour d'elle, les regards étaient ceux du respect silencieux, de l'admiration contenue. Elle n'était plus l'anomalie, elle était le socle. Théo, de son côté, observait l'ensemble avec un mélange de fierté et de retenue. Il ne cherchait pas la lumière. Il avait compris que son rôle, désormais, était de maintenir l'équilibre de ce qu'ils avaient bâti ensemble. Il s'approcha d'Élodie alors qu'elle conversait avec deux développeurs. Il ne l'interrompit pas, attendit qu'elle termine, puis lui proposa une coupe de vin. Elle accepta sans mots. « Je t'ai déjà dit ce que je pense de ce que tu as fait pour l'entreprise, » murmura-t-il. « Mais ce soir, ce n'est pas de la société que je veux te parler. » Elle leva les yeux vers lui, attentive. « Ce que je ressens n'a pas changé. Ce n'est pas un emballement. Ce n'est pas une projection. C'est quelque chose de lent, d'ancré, comme la façon dont tu travailles, comme la manière dont tu vois les choses. Je ne veux pas que ça reste une parole suspendue dans le vide. » Elle ne répondit pas immédiatement. Le bruit de la salle s'atténuait autour d'eux, comme si l'instant créait sa propre bulle. Puis elle dit « Ce que tu ressens n'est pas à prouver. Tu l'as montré, dans le temps, dans les choix que tu as faits, dans le respect que tu n'as jamais retiré, même quand j'ai mis des limites. Et maintenant, je peux dire ceci. Je ne suis plus dans la peur de mélanger ce que nous sommes avec ce que nous faisons, parce que ce que nous avons construit ensemble est suffisamment solide pour accueillir autre chose, même si ce n'est pas immédiat, même si c'est fragile, même si ça prend du temps. » Théo esquissa un sourire rare, honnête. « Je suis prêt à tout attendre. Il n'y a pas de chronomètre pour ce genre de choses. »« Je sais, » répondit-elle. Le reste de la soirée se déroula dans une ambiance calme et digne. Vers la fin, Théo monta sur la petite estrade improvisée pour prononcer quelques mots. Il ne parla pas longtemps. Il remercia les équipes, évoqua les difficultés passées, salua les efforts de chacun. Puis il tendit la main vers Élodie qui le rejoignit. Voici celle qui a rendu tout cela possible. Non pas en apparaissant comme une solution miraculeuse, mais en prouvant que l'intelligence, la rigueur et l'intégrité sont les seules vraies armes pour reconstruire ce qui semblait perdu. Ce n'est pas mon associé, ce n'est pas mon égal, c'est mon pilier. Il ne dit rien de plus. Elle ne répondit pas. Mais leurs regards, ce soir-là, furent plus explicites que n'importe quelle déclaration. Les invités quittèrent les lieux lentement, à contre-cœur. Certains restèrent pour ranger les derniers éléments, spontanément, comme on aide à refermer un chapitre important. Vers 1h du matin, l'atrium était redevenu silencieux. Seuls Théo et Élodie restaient encore, côte à côte, regardant les lieux vidés de leurs convives. « Tu te rends compte de ce qu'on a traversé ?»
demanda-t-il. « Je m'en rends compte chaque matin, quand je me lève sans devoir me cacher. » Ils quittèrent le bâtiment ensemble, sans précipitation. Sur le trottoir, Théo se tourna vers elle. « Tu m'as appris que la génialité ne se mesure pas à la manière dont on parle, ni à ce qu'on affiche. Elle se reconnaît dans ce qu'on accomplit en silence. Mais surtout, tu m'as appris que la véritable force, c'est de ne pas avoir besoin d'être vue pour être essentielle. » Elle sourit pour la première fois avec tendresse et répondit « Et toi, tu m'as appris que parfois, les secondes chances valent plus que les premières. » Ils marchèrent ensemble dans la nuit parisienne sans se presser. Lambertech n'était plus une entreprise sur le fil. Elle était redevenue un projet vivant. Et leur histoire, loin d'être une légende, était un témoignage de résilience, de confiance, d'un respect né dans les couloirs du pouvoir mais forgé dans l'ombre, là où seuls les regards lucides savent voir, là où naissent les véritables révolutions.